Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pourquoi pas toi, en compagnie de Margot et de Rachel, une invitée de marque aujourd'hui. Sophie n'est pas présente sur le podcast aujourd'hui pour des raisons un peu particulières. Il a plu hier à Dubaï, du coup toutes les routes sont inondées. On en parlait l'autre jour de la fausse pluie déclenchée par les drones. Oui, non, mais tu savais toi que c'est de la fausse pluie Ouais. Putain, moi, ils m'ont dit ça dans un podcast, ils étaient 4 à me dire ça, je me disais, mais vous foutez tous de ma gueule, c'est pas possible, quand c'est de la fausse pluie. Mais si, du coup, oui. Donc ils ont de la fausse pluie, mais pas d'infrastructure pour la conduire, quoi. Ouais, c'est ça, donc tout est impacté, quoi. Voilà. Donc Sophie a 5 minutes, mais elle ne viendra probablement pas, ou parce peut-être que en toutes les cours routes sont d'épisode. inondées, peut-être elle arrive à la fin pour dire bonjour. Genre juste pour dire au revoir au moins. C'est clair. Bah, du coup, voilà, on a commencé le podcast tous les trois, peut-être Sophie va nous rejoindre. Aujourd'hui, on reçoit Rachel, a.k.a. Rachel Finance sur Instagram. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous expliquer ce que tu fais, quel est ton business et voilà, nous parler un petit peu de toi. Ok, du coup, donc je m'appelle Rachel, je suis à Dubaï en ce moment, donc depuis 1 an. Et ce que je fais, c'est que je suis sur les réseaux sociaux et je parle de finance, d'investissement. J'aide les personnes à s'enrichir à travers l'investissement boursier sur le long terme, pas du tout du trading. Ouais. Et donc j'ai 3 formations principales, donc une budget, puisque avant de vouloir investir, il faut déjà savoir gérer son argent. Ensuite, une mindset, parce que l'enrichissement, ça passe aussi beaucoup par nos croyances, nos pensées, etc. Et une qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus longue sur vraiment l'investissement, comment choisir ses actions, ses ETF, je pense qu'on en parlera après de tous ces termes, créer son portefeuille, etc. Et du coup, je vais avoir ces 3 formations-là. Et donc ça, c'est un de mes business. J'ai aussi un business de bonnet chauffant, donc pour les cheveux. Rien à voir, incroyable. Que j'ai créé avant de me lancer sur les réseaux et tout ça. Et je suis sur les réseaux depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et donc sur YouTube, TikTok, Instagram. Et voilà, en gros. Trop bien. C'est ça. Trop excellent. Cool. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Qu'est-ce qui t'a amené Alors, en fait, moi, j'ai fait des études en finance. J'ai fait HEC, finance et compta, ma spécialité. Après, j'ai travaillé dans une multinationale américaine, en Suisse. J'ai fait mes études en Suisse. Du coup, après, j'ai travaillé en Suisse. J'ai fait comptable en consolidation financière, après business analyst pendant 4 ans. Et du coup, pendant que j'étais employée, j'ai créé au début, on va dire, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je bossais. J'ai créé ma marque, du coup, que je vends sur Amazon aux États-Unis et en France sur mon site. Et après, je me suis mise sur les réseaux sociaux, etc. Ok, donc tu as commencé plus ou moins le business avec ta marque en e-commerce. Ouais, c'est ça. Ok, et ensuite tu t'es dit, tu vas mettre toutes tes connaissances à profit pour lancer un business autour de la finance. Ouais, alors non, au départ, si tu veux, je vous en parlais juste avant, j'avais un podcast que j'avais lancé. Et c'est en discutant, donc l'objectif de ce podcast c'était d'interviewer des femmes principalement et de dire ok, peu importe d'où tu viens ou quel est ton parcours, tu peux réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Et en fait, en discutant avec l'une d'entre elles, elle me dit ouais, j'ai découvert le livret d'épargne populaire et tout, c'est un truc de ouf. Et moi je me dis c'est dingue que ce soit un truc de ouf pour elle parce que moi c'était mon quotidien, ça me passionnait la finance, j'investissais et tout, et du coup je me dis ah mais il y a vraiment un truc à partager. Et au départ je me suis dit je vais créer des vidéos YouTube parce que moi je peux leur dire, c'est trop bête qu'il y ait autant de personnes, je réalisais, tu vois, qui gardaient leur argent, qui le faisaient pas fructifier, qui même le mettre sur un livret c'était genre un truc de ouf, alors que ça rapportait, en plus à l'époque ça rapportait genre 0,5%. Du coup genre vraiment et du coup je me suis dit au départ il faut que j'informe les gens au moins que ça existe. Et après, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, tiens, je vais créer une formation, etc. Ok, putain, c'est intéressant. C'est marrant parce qu'en général, je trouve les parcours des entrepreneurs, c'est soit ils sont dans les études ou soit ils sont dans un job de salarié, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils vont faire par la suite dans le business. Ils sont genre pas épanouis et après ils décident de prendre une voie qui leur convient le plus. Tandis que toi, c'était vraiment, tu as étudié la finance, tu as travaillé dans la finance et ensuite tu as développé un business autour de la finance. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le sujet, il me passionnait. C'était plus moi je me sentais vraiment bloquée en tant qu'employée parce que tu veux faire un projet et puis on va te dire non, puis il faut que ce soit approuvé par le VP et le machin, et que enfin voilà, il y a plein de blocages et moi j'avais plein d'idées, envie de faire plein de choses et je me sentais vachement bloquée. Puis en plus en fait quand on est en Suisse on peut faire du télétravail que chez soi, sinon on n'est pas assuré par exemple. Donc j'étais mais c'est complètement stupide, si moi j'ai envie d'aller en Espagne faire mon télétravail, laissez-moi y aller. Et enfin voilà, plein de blocages comme ça, c'était plus à ce niveau-là que j'avais envie de gagner en liberté. Mais en soi, le sujet, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée et depuis assez longtemps quand même. C'est archi intéressant. Et elle s'est passée comment ta transition entre
du coup, le salariat à l'entrepreneuriat? Comment j'ai décidé je me suis fait virer. Ah ouais? Oh waouh, c'est rare de grave. cette raison-là. Mais alors c'est un licenciement économique. Okay. C'était pas parce que je faisais pas mon taf. Okay. Et ils ont viré 50% de la boîte. Et du coup, ouais. Et du coup, en fait, c'était un peu je suis arrivée et tout, tac, on me dit c'est fini et tout ça. Et en plus, c'est assez délicat. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait des licenciements économiques, mais ils peuvent pas te laisser trop longtemps dans la boîte parce qu'ils ont peur que tu fasses de la merde. Genre, parce que tu sais que tu vas partir. C'est ça. En même temps, ils doivent te laisser assez de temps pour que tu puisses transférer toutes tes tâches et que eux ils se retrouvent pas dans une situation délicate. Mais en même temps, souvent tu as un préavis de 3 mois, ils te laisseront jamais 3 mois parce que ils se disent que voilà, tu pourrais faire des choses qui seraient pas top pour leur business et tout. Et du coup, c'est vraiment genre, t'as 3 semaines, 1 mois, tu dois transférer toutes tes tâches aux personnes qui restent. Et du coup, déjà, en plus, c'est dur pour les personnes qui restent. Et après, c'est fini. Putain, c'est ouf. Ouais, et après, en plus, en Suisse, t'es pas... Genre, en France, t'es payé pendant 1 an et tout ça. En Suisse, en plus de ça... Alors, moi, j'ai pas le droit de dire exactement, en fait, combien de mois j'ai été payée, mais c'est genre... pas plus de 3. Voilà. Okay. Donc, et après, t'as plus de salaire. Ouais. T'étais comment, genre mentalement à ce moment-là? Est-ce que c'est une situation compliquée à gérer pour toi? Tu savais où t'allais aller après ça ou bien c'était un peu flou? En fait, genre, je me suis dit, je me sentais assez privilégiée parce que j'avais déjà créé mon business de bonnet chauffant. Et du coup, je voyais toutes les autres personnes autour de moi qui avaient des familles, qui avaient que ça comme source de revenus. Et je me suis dit, la situation, elle est vraiment dramatique pour eux. Mais moi, je me suis dit, j'ai eu cette chance de me dire, ok, déjà, une seule source de revenus, c'est pas assez. Donc, j'en avais créé une deuxième. Entre-temps, j'avais aussi commencé les réseaux sociaux. Et du coup, je me retrouvais pas du tout à rien faire sur mon canapé et tout. Okay. Je me suis dit, mais c'est une opportunité de ouf. Genre, c'est un peu un coup de pied aux fesses en mode, vas-y, à fond dans l'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là que, d'ailleurs, j'ai filmé toute ma formation investissement, etc. Enfin, je l'ai mise à jour au fur et à mesure du temps, mais c'est là où il y a vraiment tout qui s'est lancé. Et du coup, t'as jamais eu un moment où tu te dis, je vais retrouver un taf, tu t'es direct dit, faut que je développe mon projet? Alors, il y a mon ancien boss VP Finance qui s'était fait virer aussi quelques mois avant, qui du coup travaille dans une autre boîte et qui me dit... Comme en fait c'est vraiment le classique, c'est genre tu peux pas passer à l'entrepreneuriat, faut que genre tu vois tu grimpes les échelons business, enfin dans les compagnies, etc. Et qui me dit dans la nouvelle entreprise dans laquelle je suis aussi, pareil, multinationale, machin, il y a un poste qui se libère, je veux que tu le prennes et tout ça. Donc je me dis je vais faire l'entretien, tu vois, ça coûte rien. Et je le fais. Vous avez déjà fait des entretiens un peu dans les multinationales? Non, pas du tout. Genre, en gros, ils veulent te tester, tu vois. Donc, t'y vas et t'y passes genre 5-6 heures et t'appelles... 5-6 heures? Ouais, genre des fois, soit c'est plusieurs morceaux, soit c'était en une fois. Et du coup, tu vas avoir donc déjà entretien classique. Après, ils te font... Donc moi, s'il y avait une usine, j'aurais géré une usine d'un point de vue financier, etc. Donc je visitais l'usine, rencontrais tout le monde, etc. Ensuite, tu as un cas pratique. Donc ils te mettent dans une situation. Donc moi, c'est finance, donc analyse financière, etc. Et ensuite, tous les résultats, tu dois appeler le manager en Belgique, le manager dans tous les différents pays. Mais pour un entretien... Ah, tu fais des vraies tâches en gros, tu fais vraiment des vraies tâches. C'était des gros postes. Parce que ta responsabilité c'est ça. Donc ils sont obligés de tester pour voir si t'es apte à faire ce taf et tout. Et franchement, à la fin, bref, il y a tous ces différentes étapes. Et à la fin, genre, je suis là, c'était horrible. En plus, il pleuvait, genre, un peu comme aujourd'hui, mais en France, donc il pleuvait des cordes et tout. Et je sors, j'étais ok, c'était épuisant. Et en fait, j'ai été prise pour staff et j'ai eu un peu le dilemme, est-ce que je refuse un poste dans une grosse boîte avec beaucoup de responsabilités et tout, ou est-ce que je choisis l'entrepreneuriat? Et spoiler, j'ai choisi l'entrepreneuriat. Et les gens autour de toi, ta famille, tes proches, ils ont réagi comment? Genre, j'ai de la chance que j'ai une maman qui est très ouverte d'esprit, mon père aussi. Du coup, c'était un peu, c'est toi qui choisis, même si je pense qu'ils étaient quand même inquiets, parce que ma boîte a commencé à tourner, mais j'avais quand même un bon niveau de vie. Je travaillais en Suisse, donc je gagnais 6 000, 7 000 par mois. Donc, je ne gagnais pas encore ça, surtout avec mon entreprise qui était en France et tout. Je me versais pas du tout ça comme salaire. Et du coup, forcément, il y avait des inquiétudes et surtout un peu mes mentors business et tout, dans les écoles que j'avais fait ou dans les tafs que j'avais pu faire,
Ils étaient là, mais c'est une opportunité de ouf, tu dois la prendre et tout, machin, tu peux pas refuser un poste comme ça. Mais bon, je me suis dit, j'y vais. C'est toujours ce choix-là entre une sécurité assurée à court terme et une potentielle liberté à long terme, genre, qui était pour toi l'entrepreneuriat. Mais qui est beaucoup moins sûr, quoi. Qui est beaucoup moins sûr. Ouais, alors, tu vois, moi, y a beaucoup de gens qui nous disent que, du coup, être employé, c'est la sécurité. Et moi, j'ai vraiment compris, et tôt, du coup, que pas du tout. Enfin, tu vois... Tu te fais virer du jour au lendemain, t'as rien fait, t'as rien demandé. C'est ça. Donc, et on pense aussi en France qu'on peut pas te virer comme ça et tout ça, mais j'ai des potes qui travaillent dans des gros cabinets de conseil, ils veulent te virer, ils te virent, mais vraiment du jour au lendemain. Ils trouvent un moyen, ouais. Donc, du moment que t'as plus d'argent, je pense. Donc, il n'y a pas forcément plus de sécurité. Bien sûr, au début de l'entrepreneuriat, tu peux avoir des hauts et des bas et tout, mais moi, je dis souvent, tu peux aussi choisir d'être employé et entrepreneur pendant un certain moment. Et une fois que ton revenu est plus stable, tu passes à l'entrepreneuriat et en fait, c'est pas moins sécure d'être entrepreneur à ce moment-là. Je suis d'accord et je pense que tout le monde devrait justement Enfin, je pense que la meilleure façon de se lancer, c'est aussi d'avoir une source de revenus à côté. On en parlait, je crois, à un podcast. Ouais. Est-ce que vaut mieux se lancer sans filet, sans argent, sans revenu à la fin du mois et faire all-in sur l'entrepreneuriat ou est-ce qu'il vaut mieux garder un truc de sécurité à côté ? Moi, je pense que t'as besoin d'avoir une forme de pas être trop stressé par l'argent pour réussir à faire de l'argent justement. T'as besoin de ne pas avoir comment je vais manger à la fin du mois, comment est-ce que je vais remplir le frigo, comment est-ce que je vais nourrir mes gosses peut-être. Si t'as cette pression énorme là, c'est hyper difficile je pense d'avoir la clarté des actions à mettre en place et de les faire en détente, en ayant confiance. Bien sûr, que ce soit une bonne stratégie. Tu vas aller dans tous les sens parce que tu vas te dire ok ça marche pas, ok c'est pas grave, change, alors que des fois en fait c'est juste refais le processus une nouvelle fois, améliore-toi et ça va fonctionner. Mais si t'es trop dans le stress, t'as l'impression que rien fonctionne et tu vas juste t'embrouiller plus qu'autre chose, quoi. Et tu vas ne voir que le fait que rien fonctionne et tu vas de plus en plus stresser, tu vas vouloir faire de plus en plus mais dans le mauvais sens et en fait c'est pas viable. Moi toutes mes clientes, jamais je leur ai conseillé de quitter leur taf demain et de lancer leur business. Tu peux le faire à côté. Si tu vois que ça commence à avoir des petits résultats et que tu sens qu'il y a un truc et que tu sens que là c'est le bon moment, ok, pourquoi pas, mais ne va pas tout quitter et après lancer un projet et après te dire que ça va marcher un jour. Enfin, ça risque de pas marcher pendant les 3, 6 mois, 1 an peut-être. Donc, c'est ça. Plus. Et puis même, tu vois, moi je trouve qu'au début de l'entrepreneuriat, on n'a pas tant de choses à faire que ça. En fait, c'est plus quand il y a beaucoup de clients qui arrivent, tu vois, que là, tu as un peu un moment de rush. Mais au début, tu as des moments de creux. Mais beaucoup. Mais oui. Mais en fait, finalement, quand tu te lances, tu fais du contenu, peut-être tu prospectes, t'envoies des messages. C'est juste que tu apprends beaucoup de nouvelles compétences quand tu te lances. Ouais, mais tu vois, en termes de temps de travail, tu peux largement développer un business avec 2 heures par jour, le soir en rentrant et le week-end. Tu fais 2 heures tous les soirs, 5 heures le samedi, 5 heures le dimanche. Ça te fait une quinzaine, vingtaine d'heures par semaine. C'est largement assez pour trouver des clients. Je suis d'accord. Je pense que ce qui est compliqué au départ, c'est le manque de vision claire sur l'avenir. Genre au début, tu sais que tu dois faire ces tâches-là, mais tu vois pas pourquoi nécessairement tu les fais et tu vois pas de résultats à court terme. Tu sais pas si ça va marcher. Exactement. C'est ça. Et c'est ça qui est un peu, je pense, mais c'est pour compliqué. ça que je pense que le début d'un business, c'est à la portée de tous, dans le sens où c'est un peu faut être bête et méchant. Tu fais les actions, tu fais du contenu, tu te formes et tu envoies des messages de prospection. Je sais pas, tu fais 2-3 trucs et tu répètes. Mais les gens arrêtent parce que justement, ils voient pas assez vite de résultats. Ils se disent maintenant je vais faire autre chose, je vais essayer ça. Ils s'éparpillent et ils vont pas droit au but. Et je pense que c'est pour ça que les gens arrêtent. Mais c'est pas compliqué en soi, en termes d'intelligence, en termes de compétences pures et dures, de faire 3 000 € par mois avec une activité en ligne, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a 2 choses, comme tu dis. Il y a... Surtout les réseaux sociaux, c'est un peu ingrat. Tu fais beaucoup au début et puis t'as pas de résultats. Enfin, moi, je sais que pendant presque 1 an, voire 1 an et demi, j'avais très peu de résultats. Et tout le monde me disait mais pourquoi tu continues ? Je suis là parce qu'il y a quand même des résultats déjà. Déjà, mets 100 personnes en face de toi, 200, 300, c'est déjà beaucoup. Et après, la deuxième chose, je pense que c'est aussi beaucoup de personnes l'arrêtent parce que c'est pas facile d'avoir son taf et de rentrer et de taffer. Et d'avoir peu de vie sociale en soi, et sur le long terme, et garder ta vision, et du coup savoir pourquoi tu le fais. C'est pas évident, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent fuck, non mais c'est ça, j'arrête. C'est pour ça que moi je pense que c'est pas évident en termes de discipline et de consistance dans les actions. C'est hyper difficile. Pour moi, les actions sont faciles en termes de compétences et que ça demande pas
d'être archi intelligent ou de faire des trucs de ouf, mais juste ce qui est hyper difficile, c'est de garder la discipline, de garder la consistance, d'être régulier et de continuer à faire, même si tu vois pas de résultats, faire des sacrifices, pas aller au restaurant le soir parce que bah non, tu dois travailler. Ça, c'est chaud. Mais je pense que si tu as une vision et que tu t'imagines la vie que tu peux avoir si tu fais ce sacrifice pendant 6 mois, pendant 1 an, et que tu t'accroches à ça et que tu te la répètes et que tu te la rappelles tous les jours, moi finalement tu te dis ok, je dois travailler 2 heures, je suis fatiguée, j'ai envie de faire autre chose, mais si je le fais pendant 6 mois et qu'ensuite bah, je peux quitter mon taf, je peux avoir la vie qui me fait kiffer, bon bah je pense que ça t'aide à continuer à le faire tous les jours, quoi. C'est un truc sur lequel tu insistes beaucoup toi Margot, c'est la vision ultra claire que tu as sur ton business aujourd'hui. On en parlait la dernière fois, on parlait voilà, s'il y a des nouveaux business à lancer, etc. Margot elle est contre, elle est vraiment genre t'es 100% focus dans ton business à toi. Est-ce que c'était le cas pour vous deux au départ de votre activité? Est-ce que vous avez déjà une vision ultra claire de là où vous voulez aller ou bien ça s'est construit au fur et à mesure? Ouais, moi perso, pas de vision concrète en termes de business, parce que j'avais pas en tête, j'aurais jamais deviné que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui au moment où je me suis lancée. Je voulais faire community manager, enfin rien à voir. Par contre, vision hyper claire de la vie que je voulais avoir direct. Hein. Le fait de voyager, de travailler depuis chez moi, de pas avoir de patron, de pouvoir kiffer, de pouvoir gagner assez d'argent, d'être confortable, d'avoir un bon niveau de vie, ça c'était hyper clair et précis dans ma tête. Je savais juste pas comment et sous quelle forme ça allait se passer. Mais par contre, la vision de ma vie, concrètement, à quoi elle allait ressembler, elle a toujours été hyper claire, quoi. Je sais pas vous. Mais... Ouais, bah, moi, c'était pareil. En soi, genre, mon business, il évolue constamment, même encore maintenant. Enfin, il y a 4 mois, je pensais pas faire un séminaire, puis j'ai fait un séminaire la semaine dernière. Du coup, genre... je pense qu'il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent au fur et à mesure du temps et je découvre des nouvelles choses, j'apprends des nouvelles choses. Et du coup, effectivement, puis même, j'ai pas forcément commencé en me disant je vais faire une formation. Donc, mon business et la vision de mon business, elle évolue. Par contre, genre, je sais exactement la vie que je veux et je sais aussi combien j'ai besoin pour cette vie-là. Okay. Tu l'as quantifié au départ. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, tu sais, j'ai fait l'exercice du Peace Number. Donc, où tu vas vraiment mettre je veux tel appartement qui coûte tant, je veux dépenser tant en nourriture, mes enfants ils iront dans une école privée, ça coûtera tant, etc. J'ai tout chiffré, donc je savais exactement la vie que je voulais précisément et aussi combien ça allait me coûter, donc combien je devais générer par conséquent. Ouais. Ok. Et ensuite, toutes tes actions, elles sont drivées par justement les montants que tu dois générer. C'est plus ça tes objectifs en fait. Alors. Il y a ma qualité de vie, bien sûr, qui joue. Et aussi, si tu veux, par exemple, peut-être que je peux... alors, j'ai pas mon Peace Number encore. Mais surtout, je vais sûrement l'atteindre dans les prochaines années. Mais je vais pas encore l'utiliser complètement pour dépenser parce que, en fait, je veux investir une grosse partie. Et l'objectif, c'est pas que j'ai toujours à travailler plus pour garder ce chiffre. C'est que je sois de plus en plus libre et que si j'ai envie de pas travailler, je peux avoir ce Peace Number et ce niveau de vie-là grâce à mes investissements. Ouais. Okay. C'était le cas pour toi aussi, Margot, ou pas? Non, pas trop. Pas du tout même. Non, moi, j'ai pour le coup, je suis l'inverse au niveau des chiffres. C'est quelque chose qui me... genre, j'ai envie justement de gagner toujours plus d'argent pour être sûre de pas en manquer. Mais tu vois, je n'ai aucune... En fait, pour te dire à quel point... J'ai même pas accès à mes comptes bancaires, à mes applis bancaires. C'est ma mère qui s'occupe de gérer ça pour moi parce que maintenant elle le fait pour moi parce que bah on peut travailler ensemble maintenant, mais pendant très longtemps je regardais même pas parce que j'ai un problème vraiment avec ça. J'ai peur d'aller sur une appli bancaire et de me rendre compte que j'ai moins d'argent que prévu. J'ai peur d'avoir une mauvaise surprise ou de pleurer de thunes. Et du coup, j'ai fait l'autruche mais tellement longtemps. Et là maintenant, j'ai toujours pas mes mots de passe pour aller sur mes comptes. Je sais pas combien je sais pas combien j'encaisse, je sais pas combien sort tous les mois. Par contre, ma mère, elle tient un tableau Excel parce que ma mère, pour le coup, elle adore. Et là, t'as rentré tant, t'as dépensé ça, tes restaurants t'ont coûté tant. Elle me fait des trucs, mais moi, je n'y ai pas accès. Juste, elle est là pour me dire ça va pas. Okay. Voilà. Mais parce que moi, personnellement, j'ai un gros problème avec ça. Vraiment, ça me fait hyper... je déteste, ça me fait horreur, ça me fait stresser. Du coup, tu te forces à faire juste plus d'argent pour ne pas avoir... Oui, non, mais voilà, juste moi, le seul truc que j'aime faire, c'est vraiment gagner plus d'argent. Après, pareil, l'investissement, je suis une catastrophe. Ça, pareil, je sais que je devrais m'y mettre, mais ça demande du coup forcément de mettre le nez dedans un minimum pour savoir combien t'investis ou d'apprendre forcément.
Et du coup, pareil, pour l'instant, la seule chose que je sais faire, c'est vraiment me dire, ok, je vais faire plus de thunes avec mon business. C'est déjà ça. Oui, ça marche bien, c'est déjà, voilà. C'était une des questions que j'avais, justement, est-ce que vous quantifiez chaque mois vos dépenses, combien vous dépensez en certaines choses? Est-ce que vous prévoyez de dépenser une certaine somme dans une certaine catégorie de dépenses? Mais a priori, je pense que moi non, mais justement, pour donner un chiffre ahurissant, ma mère du coup qui me fait mes calculs, et tu sais, elle me disait putain, en ce moment tu dépenses beaucoup, etc. Donc je voulais regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en était, et elle me fait un récap et elle me dit depuis que t'es à Dubaï, mais attends, enfin accrochez-vous, je dépense entre 25 et 30 000 balles par mois de vie perso. Et je vous jure que je n'ai aucune idée, parce que j'ai pas mon appart il coûte un peu cher, je prends l'avion, ça me coûte cher, je vais au resto, mais j'ai pas l'impression c'était pas une grande dépensière, c'est parce que tu regardes pas tes comptes, et en fait je pense que c'est parce que à coup de je sais pas, d'addition par-ci par-là, de trucs que je me fais chez Sephora, je vais ça, et du coup je me demande jamais est-ce que je peux pas, et en fait à la fin du mois additionner ça fait une grosse somme. Tu penses que ça changerait quelque chose si tu voyais chacune de tes dépenses? Je pense que là je vais essayer de le faire un petit peu, au moins pour me rendre compte de ce qui me coûte autant d'argent, et peut-être que je vais me dire mais là je dépense tant tous les mois, c'est ridicule, ça me sert à rien, ça m'apporte rien, je vais voir. Donc là je vais m'y mettre. On s'est dit avec ma mère qu'elle allait vraiment me faire un truc détaillé en avril pour que je puisse comprendre où est-ce que ça va, catégorie. Etc. C'est ça. Rachel, donc lunaire quoi. Moi je fais un budget. Ouais, parce que la différence de personnalité. Elle est dans la silence. Les deux extrêmes, normal. Mais pour moi c'est vraiment essentiel, parce que c'est trop facile dans la société dans laquelle on est de dépenser. Tu peux trouver 10 000 raisons, et tu vois, tu t'en rends même pas forcément compte. Et en fait, à partir du moment où tu as l'argent sur ton compte, c'est très, tu trouveras toujours une manière de plus avoir cet argent sur ton compte. Donc, moi, je vais faire un budget. Donc là, je suis à peu près à 50-60% de ce que je gagne, de ce que je me verse mensuellement, que je vais soit épargner pour des futurs business, soit investir en bourse. Donc, je vais avoir à peu près 30% que je vais investir en bourse tous les mois. Et après, le reste, je vais avoir des plus petites épargnes, donc ça peut être aux alentours de 6, 7, 10%. Donc j'ai une épargne par exemple pour mes parents, si ils ont besoin, je peux leur donner de l'argent. Je vais avoir une épargne pour mes formations aussi, comme ça dès que je veux faire une formation, j'ai cet argent-là. J'ai une épargne aussi pour donner, où en fait je peux piocher dedans pour tous les cadeaux d'anniversaire, pour faire des dons. Incroyable, c'est vraiment très, très détaillé. Quoi. Ouais, c'est mais et après en fait, tu vois, je sais pas si vous avez la banque Live ici, mais en fait, tu peux mettre tout automatique. Donc dès que c'est en pourcentage, dès que mon salaire il tombe, tout se répartit automatiquement. Et je sais que du coup, tout l'argent qui reste sur mon compte, c'est l'argent que je peux utiliser pour mes dépenses. Ok. Putain, c'est ouf. Et du coup, en fait, je sais que cet argent-là, je peux le dépenser. Et donc, si je vois que ça descend, je peux gérer mes dépenses, etc. Trop stylé. Wow. Et toi, Lucas, t'es dans Moi, je suis en middle. Je suis un peu au milieu. Il y a que très récemment que j'ai vraiment voulu volontairement savoir exactement où mon argent partait. Surtout à Dubaï, parce que ça va très vite. Ça va hyper vite. Et je sais pas, je me rendais compte que le mois passé, j'ai dépensé, je crois, 700 € en taxi. Parce que je fais que de bouger et tout, mais je me rends pas compte. Et du coup, j'étais en mode putain, c'est chaud. Mais après, quoi faire? Je peux rien changer, j'ai besoin de me déplacer. Oui. Mais c'est juste pour me rendre compte de où est-ce que va l'argent, où est-ce qu'il part. Mais je suis pas à budgétiser autant comme toi. Ouais. Je sais que je dois faire gaffe sur certains trucs et tout, mais je suis pas à ton level, je pense. Pas du tout. Après, l'objectif, c'est pas non plus de budgétiser à chaque fois que tu prends un café. C'est pour ça que je vais avoir tout l'argent dispo pour le mois sur le compte. Et après, je dépense. Si j'ai envie d'acheter 15 Starbucks pendant le mois, je le fais. Et si j'ai envie de m'acheter 3 robes, je le fais. Tu vois, c'est juste, je vais regarder ce qu'il y a sur le compte. Et en fonction de ça, j'avise, tu vois. Okay. Et après, de toute façon, c'est une fois que tu mets en place les pourcentages. Puis après, ça se met automatiquement sur tes différents comptes. Donc, c'est assez facile. Et moi, je pourrais pas me dire, ok, alors aujourd'hui, j'ai dépensé ça, puis je vais aller regarder, tu vois, alors pour les cafés, il y a tant, pour les restos, il y a tant. Non, ça, tu vois, c'est relou, et puis j'ai pas le temps de faire ça. But, tu vois, non. Le but, c'est plutôt de se dire, ok, j'ai cette enveloppe-là pour le plaisir, le kiff. Bon, et puis s'il y a plus, tu vois. Ouais. Et après, par contre, je priorise quand même mon enrichissement et le fait de faire fructifier mon argent. Donc dès que tu reçois, comme tu l'as dit,
ton salaire, c'est vraiment, ça part sur tes différents investissements, tes épargnes, etc. Et ensuite, tu te gardes une partie pour ta vie de tous les jours. On en parlait un peu l'autre jour avec Sophie, c'est cette histoire de Starbucks. En gros, c'est pas une idée reçue, mais c'est, je pense, des choses que certaines personnes prônent au début pour économiser de l'argent et faire plus d'argent. C'est de réduire tes dépenses sur, par exemple, les cafés Starbucks. Au lieu de prendre un Starbucks, je prends un café soluble chez toi à 1 euro. Et on se disait, en vrai, on travaille, c'est pas pour ça, quoi. Ouais. Moi, je pense que tu commences à gagner de l'argent. Je pense que, après, c'est encore ça, c'est ma vision, mais je pense que tu as plus à gagner à te dire comment faire plus que économiser chaque 5 euros que tu mets ici, chaque 5 euros que tu mets là. Après, je sais pas si t'as la même vision, du coup, peut-être pas. Non, je trouve. En fait, il y a 2 points. Il y a. Si tu sais vraiment pas gérer ton argent et que tout ce que t'as, tu le dépenses constamment, en fait, tu vas devenir. Même si tu crées plus d'argent, tu vas plus dépenser et du coup tu vas toujours être plus dépendant à ton revenu et c'est un peu dommage parce qu'en fait c'est toujours le truc de si jamais tout s'arrête ou si jamais ça baisse juste de 50%, en fait c'est beaucoup plus dur de reculer au niveau du niveau de vie que d'augmenter ton niveau de vie. Et du coup, c'est l'idée de trouver cette balance où tu apprends à gérer ton argent sans que ce soit genre une prise de tête et en même temps tu apprends à créer plus de revenus, plus d'argent pour t'enrichir. Mais je pense que c'est important de faire les deux quand même parce que et des fois c'est des trucs de petites économies pour quelqu'un qui sait gérer son argent, ça va pas forcément poser de soucis, mais il y a des personnes, par exemple, tu vois, genre une personne qui gagne par exemple 1000, 1200, peut-être que effectivement prendre 10 Starbucks dans le mois, c'est dommage parce que elle pourrait prendre cet argent pour faire une formation et justement avoir plus de revenus, enfin tu vois. 100%. Donc ça dépend aussi de combien tu gagnes. Oui, non, mais c'est sûr. C'était surtout en vrai quand on disait les Starbucks, c'est quand tu développes ton business, arrête pas d'aller au Starbucks, mais voilà, demande-toi comment faire même 10 Starbucks de plus par mois, c'est aussi c'est encore plus efficace, quoi. C'est clair. Et autre question, est-ce que votre entourage il comprend ce que vous faites quand vous leur expliquez? Moi, maintenant, moi, genre mes grands-parents, ils me suivent à fond sur Instagram, sur les réseaux, ils sont au taquet. Dites-vous, quand je fais des webinaires, des masterclass avant, et ma mamie, elle était tout le temps là. Et un jour, je fais un webinaire, j'entends une personne qui parle avec une copine à elle, et genre une seule personne dans le webinaire, il y avait genre 300 personnes, et je dis: est-ce que cette personne peut couper son micro, s'il vous plaît? Je m'énerve un petit peu, genre s'il vous plaît, coupez le micro. Et je la cherche partout. Et en fait, c'était ma mamie qui parlait avec sa copine. La mauvaise élève. Et qui avait laissé son micro allumé. J'étais en mode putain, mamie, t'abuses. Sérieux? Mais du coup. Trop marrant. Non, mais en vrai, du coup, toute ma famille me suit de ouf sur Insta. Donc au début, j'ai dû leur expliquer forcément. Mais là, maintenant, ils comprennent très très bien ce que je fais. Ça fait du sens pour eux, genre. Ouais, carrément. Ils suivent, vu qu'ils suivent quotidiennement, que je partage énormément tout sur mes stories Instagram. À force, ils ont compris, et même vu que je partage tout, genre aussi ce qui se passe au sein de mon business, genre dès qu'il m'arrive un truc, dès que je réussis un truc, en fait ils ont vraiment tout le processus par lequel je passe, et du coup ils sont à fond, quoi. Trop chaud. Mais du coup ta maman elle travaille avec toi en oui, plus, c'est ça? Ma maman elle travaille avec moi justement pour m'aider sur toute la partie déjà gestion financière, mais aussi compta, administratif, voilà, donc c'est hyper cool. Et mon père il est coach mindset dans ma formation. Okay, parce que de base, je l'avais jamais dit, je crois, mais en gros, même sur les réseaux, je le dis pas trop. De base, il était prof, et en fait, il s'est réorienté dans le coaching plus performance pour les sportifs de haut niveau. Je vous avais dit, Et en fait, il s'est rendu compte que sportif de haut niveau et entrepreneur, en termes de performance, c'est plus ou moins les mêmes besoins. Et du coup, il s'est un peu orienté vers les entrepreneurs, et en fait, je lui ai dit, si t'es chaud à suivre mes clientes, parce qu'il a pas du tout la même énergie que moi. Lui, il est beaucoup plus tu sais, il a un côté un peu psychologue, il adore qu'on lui parle des difficultés, des croyances, il est hyper patient. Et ce que moi j'ai vraiment du mal à faire en individuel avec mes clientes, moi je peux pas parler avec une personne de ses problèmes et de ses croyances, et voilà, c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer. Et du coup on a vraiment cet équilibre où moi je fais des lives avec mes clientes, je les motive, je leur dis de passer à l'action, et lui après il va les avoir en individuel pour comprendre qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui les empêche d'avancer concrètement, et faire lever un peu des freins. Donc pareil, c'est une bonne association, quoi. Un business cool. De famille, c'est très cool. Ouais, mais c'est vraiment chouette. C'est trop cool, je suis très contente. Trop chouette. Ouais, moi en soi, genre alors je travaille pas du tout avec ma famille et tout, mais ils comprennent en soi. Après, vu que je pense assez lié à ce que je faisais avant, genre c'est pas je suis passée du tout au tout.
Et ça a mis un peu de temps au fur et à mesure. Pas forcément qu'ils rejetaient, mais c'est juste qu'ils comprennent un peu le principe, comment ça marche, comment je gagne de l'argent, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça implique et tout ça. Mais non, je trouve que mon entourage comprend plutôt bien, même mes amies, elles sont hyper... on va être en voyage et je vais leur dire, là, je bosse 4 heures et tout. Aller à la plage et après on se retrouve et elles vont pas me dire t'es relou à faire tes trucs, genre elles vont être super ok, pas de soucis. Trop bien. Du coup c'est vraiment cool. Ok, ouais. Tes amies du coup elles sont pas entrepreneuses? Non, pas du tout. Je rigole souvent parce qu'au séminaire elles étaient là et tout le monde s'est un peu présenté et elles sont un peu toutes dans le secteur médical et du coup ça faisait un peu ma team soutien. J'ai 2 qui sont psy, il y en a une elle est médecin généraliste et tout. Du coup j'étais là non mais j'ai pas forcément besoin de tout ça. Mais du coup rien à voir. Mais elles sont super chouettes et vraiment elles comprennent et tout. Et elles me soutiennent à fond. Enfin, là, elles habitent pas du tout à Paris, elles sont toutes venues pour le séminaire pour être là avec moi. C'est cool, c'est trop bien. Ouais, c'est rare de garder ses amis, aussi proches, en tout cas ses amis d'avant. En tout cas, moi, moi perso, et même tous les gens que j'ai rencontrés, ça fait quand même un énorme tri entre l'entourage d'avant et le nouvel entourage, entre guillemets. Ouais. Je sais pas, toi, Lucas? Ouais, ça fait un tri naturel. Après, j'ai vraiment un socle de très bons amis que j'ai gardés. Mais naturellement, c'est sûr que ça m'a... Du coup Ouais, mais naturellement, en vrai, je dis ça, j'en ai 4. De vraiment très bons amis. Des bons amis, de toute façon, t'en as pas 15. J'en ai pas 15. Ouais, j'en ai peut-être 4-5. Vraiment, quand je retourne en France, je suis content de les voir, ils sont contents de me voir. Ouais. Mais après, il y a plein de trop bons potes que j'avais au lycée. Mais naturellement, quand tu prends un autre chemin... Forcément. Mais après, c'est pas comme ton histoire. Toi, tu l'avais déjà raconté où... c'était plus, il y a plus d'animosité. C'était ça. Moi, c'était mes amis que je pense, qui étaient très proches de moi depuis le collège, depuis même primaire, ont trop mal vécu, ont trop mal réagi face au fait que je me développe mon business et ont littéralement pris le seum. Il n'y a pas d'autre... et au point de... j'avais raconté déjà, mais de se moquer, de s'envoyer mes stories en mode haha, regardez, trop ridicule. Hardcore. Ouais, c'est hyper méchant. Et j'ai gardé que ma meilleure pote, ma meilleure amie, qui est encore ma meilleure amie. Mais sinon, à part ça, tout le reste, je me suis dit, en fait, je peux pas évoluer avec un entourage comme ça, quoi. Donc je pense que parce que j'expliquais c'était un entourage... quand t'avais quel âge, genre il y a 3 ans, 3-4 ans quand je me suis lancée, donc c'était quand même la fac bien avancée, tu vois. Mais en fait, tout le monde était adulte, quoi. Je pense que c'était un entourage qui était pas forcément sain pour moi, parce que j'étais pas forcément dans j'étais pas la même personne que je suis maintenant, et du coup j'avais un entourage différent, et que quand ils m'ont vu moi sortir un petit peu de l'environnement dans lequel on était, peut-être l'ont un peu mal vécu, mal pris, et voilà. Et je pense que c'est des gens qui étaient pas sains de base, mais je l'étais pas forcément non plus, et maintenant que j'ai travaillé sur moi, que j'ai lancé mon business, en fait j'ai juste plus rien à voir avec... Mais tu faisais quoi avant d'être entrepreneur ? J'étais étudiante. J'étais en fac de droit pendant 3 ans. Mais j'étais hyper dans une dynamique très soirée, très... vie étudiante, quoi. Vie étudiante, plus. Vraiment un petit... voilà, extrême. Et du coup, très peu étudiante. Les cours, c'était pas du tout ma priorité. J'étais dans une dynamique où je voulais faire la fête tout le temps. Et du coup, forcément, mes potes étaient des gens dans la même dynamique que moi, qui n'ont pas forcément évolué... par rapport à comment on était avant. Alors que moi, maintenant, je suis plus du tout... T'es pas la même personne. Non, j'ai plus du tout les mêmes priorités. Et donc, je pense que le décalage s'est fait parce que aussi, moi, je suis plus du tout pareil que je l'étais avant. Et pour le coup, forcément, mon entourage, il a aussi, ça a aussi fait un énorme tri, quoi. Que moi, tu vois, j'ai toujours été très... par exemple, je suis la seule à être partie en Suisse. En fait, si tu veux, j'ai eu un peu un déclic quand j'avais genre 14 ans. Ouais, c'est ça, genre 3e. Et avant, j'étais pas du tout bonne en cours, je faisais rien, et même si je séchais les cours, pardon. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais si je continue comme ça, j'aurai pas la vie que je veux. Et du coup, je me suis dit, il faut que je rattrape mon retard et tout ça. Et en fait, dès que j'ai eu, du coup, 14-15 ans, je me suis mis à travailler de ouf pour être la première de ma classe, pour pouvoir après faire HEC et tout. Et du coup, en fait, je pense que mes amies, elles m'ont toujours vu un peu dans ce truc de... je veux être la meilleure, genre je veux donner en tout cas le meilleur de moi-même pour avoir la meilleure vie possible, tu vois. Et du coup, j'ai pas eu ce truc de je sais pas, je fais grave la fête, voilà. Genre moi, tu vois, j'étais la meuf le jeudi soir, quand j'étais à l'université, j'allais à la boxe avant de sortir, et si jamais, par exemple, fallait que je priorise soit sortir, soit aller à la boxe, j'allais à la boxe, tu vois.
Genre, j'ai toujours eu ce truc-là. Et du coup, j'ai pas eu de différence où en mode mes potes, elles ont dit ah, mais tu sors plus, t'es plus drôle. Et parce que j'ai jamais été trop ça. Ouais. Non, mais oui, je pense que ça joue aussi comment dire, à quel point tu changes entre avant et maintenant, ça fait aussi le tri dans ton entourage. Ouais. Si t'es plus du tout la même personne, moi il y a aucun aspect de moi où je me retrouve par rapport à avant, j'ai changé sur tous les points. Et du coup forcément je pense que le tri il se fait aussi naturellement quand tu fais vraiment un switch de personnalité, bah forcément je pense que ton entourage il switch avec quoi. Ouais, c'est pour ça surtout. Je sais pas toi Margot, parce que je pense que avant t'aimais bien faire la fête, moi aussi j'aimais bien faire la fête avant. Ça m'étonne pas de toi. On passe la fête ensemble. Ouais, de ouf. Non mais je sais pas toi, mais avant, du coup bah j'étais dans la vie étudiante, je faisais plutôt beaucoup la fête, j'étais pas très bon à l'école, c'était pas du tout mon truc. Ensuite il y a eu la phase début de l'entrepreneuriat où vraiment c'est drastique, tu coupes un peu tout, t'es un peu matrixé partout et du coup bah j'étais un peu plus éloigné de mes potes on va dire. Ouais. Mais maintenant j'apprends à être plus équilibré et j'apprends à plus apprécier les choses et ça me porte, c'est tellement bénéfique je trouve de prendre le temps pour être vraiment taf à fond et couper et être vraiment un peu fête à fond avec les potes. Ouais. Entièrement d'accord. Non, je suis d'accord. Moi, je vais avoir... Je pense que j'ai eu 2-3 ans, un peu comme tu dis, où j'étais un peu en mode allez, faut avancer mais là. C'est nécessaire. Mais il faut l'être au début. Et après, genre là, je pense que t'as fait peut-être 8 mois, je dirais vraiment que je vais plus être tranquille, prendre des moments où... Enfin, tu sais, je dis tout le temps, j'ai mes périodes de oui et mes périodes de non. Donc, je vais avoir 1 mois, 2 mois où genre, je suis focus et je sors pas. Et puis après, je vais... là, par exemple, je vais être au Brésil, comme je vous disais. Et du coup, genre, oui, je vais taffer, mais je vais aussi profiter, voyager, sortir, etc. Quoi. Normal. Et je vais avoir différentes périodes dans l'année comme ça. C'est hyper important. Tu les scindes comme ça, tu fais des mois où tu travailles à fond et d'autres mois où tu travailles... Peut-être pas du tout, mais tu travailles un petit peu, mais tu profites. Ouais, c'est ça. Okay. Et je trouve que c'est plus efficace. Okay. Enfin, t'as jamais entendu parler de ça ? Si, complètement. Ouais, moi, je fais ça aussi, en vrai. Et je suis archi d'accord, en vrai. De vraiment être à fond de travail. Et c'est ça. Et je trouve ça mieux que de faire, par exemple, 8 mois où t'essayes d'être à fond de travail, mais t'as aussi la tentation de... Tu peux pas. Et ensuite, de partir 3 mois où tu déconnectes complètement, je préfère faire quelques mois, quelques semaines, juste scinder comme ça dans l'année. Je trouve ça beaucoup plus équilibré que... Ouais, et t'es grave plus efficace parce que... Enfin, je sais pas toi du coup quand tu le fais, mais tu sais, quand tu sais que t'as 2 mois pour faire, tu te mets tous tes objectifs, t'es hyper focus. En plus, c'est des mois où je vais écouter plein de livres audio, regarder plein de trucs. Et du coup, ton cerveau, genre, il est à fond dans la réalisation de tes objectifs et tes projets. Et du coup, même tu vas te doucher, tu vas avoir plein d'idées et tout. Ouf. Et comme ça, tu sais qu'il y a les moments où tu lâches un peu plus et c'est pas grave. Si tu regardes un vlog de Punta Cana, genre le matin, au lieu d'écouter un livre de, je sais pas, d'Inne Graziosi, peu importe. Je suis grave d'accord. Complètement. C'est pareil, toi, Margot ? Ouais, moi pareil. 2 mois, pareil, c'est 2 mois, 1 mois en vrai. 2 mois où je travaille à fond, 1 mois où je suis plus chill, je vais sortir un peu plus, je vais voir un peu plus de gens. Okay. En vrai, ça marche bien. Là, on est un peu dans les 2 mois de travail à fond, j'imagine. Là, on est dans le... avril-mai, ça va être à fond. Je finis mon challenge, du coup, fin mai. Du coup, début juin, je fais rentrer toutes les nouvelles clientes. Et ensuite, juin, un petit peu plus cool. Début juillet, un peu plus cool. Et après, mi-juillet, août, septembre à fond. Octobre, voilà. Mais vu que maintenant... je suis un peu plus organisée qu'avant quand même et que du coup je prévois un peu plus mon année parce que jusqu'à il y a 1 an en fait quand j'avais pas une équipe aussi nombreuse j'avais pas besoin de structurer. Tu vois, je décidais de faire un truc, je voulais faire une masterclass la semaine prochaine, je le fais et hop. Sauf que maintenant, vu que il y a beaucoup de personnes qui suivent les clientes, il y a beaucoup de personnes qui s'occupent du système d'acquisition, il faut que chacun soit disponible, il y a des personnes qui veulent prendre des vacances, enfin bref, il faut que je puisse savoir sur l'année pour que tout le monde s'organise aussi. Donc du coup, en début d'année, j'ai planifié mes 4 challenges dans l'année, donc 1 en février, 1 en mai, 1 en septembre et 1 en fin novembre. Et du coup, je fais cette période-là par rapport au challenge. Genre, je sais que le mois avant le challenge, plus le mois du challenge, c'est intense. Et qu'après, j'ai besoin d'1 mois pour récupérer. Et je recommence après. Voilà. Ok. Bien structuré maintenant. C'est bien, c'est important d'avoir de la structure et du cadre. Carrément. C'est clair. Si demain, vous devez recommencer à zéro votre business, par quoi vous commenceriez ? Tu veux dire quel type de business ou... Ton business actuel. Si demain, vraiment, tu perds tout, qu'est-ce que tu ferais pour redémarrer une activité ? Peut-être que tu ne redémarrerais pas l'activité que tu as actuellement. Peut-être que tu ferais quelque chose d'autre. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les business en ligne et de services. Ouais. En plus, j'ai les deux, tu vois. Donc, je peux vraiment voir qu'est-ce qui est le plus rentable, qu'est-ce qui est le plus efficace. Et le mieux, c'est business en ligne. Et
moi, en tout cas, je le ferai via les réseaux sociaux à nouveau, parce que je trouve que c'est ultra puissant et que t'as pas besoin de payer d'ads, etc. Ouais. Et en plus de ça, c'est pas compliqué. Genre, si tu prends un peu de temps pour regarder comment les autres font des vidéos, et pas que dans ta niche. Je veux dire, moi, des fois, je regardais des nanas qui font des vidéos mode, mais je vois que c'est viral et que ça a attiré mon attention. Je vais me dire... comment elle a fait, et je l'applique à mes vidéos, et je trouve que c'est dingue, on a une opportunité de dingue de se dire ok, t'as de la pub gratuite, tu peux partager le sujet que tu veux et le monétiser en plus. Moi j'aurais dit pareil, mais moi j'ai commencé comme j'ai commencé, donc je dirais business de service, donc tu te formes sur une compétence si possible, soit une compétence un peu intemporelle, soit un truc qui est un peu en vogue en ce moment, parce que pour moi il te faut quelques mois avant de réussir à avoir un business de service, et ensuite tu peux facilement switcher une fois que tu as la communauté, une fois que tu as la compétence. Du coup, je me formerai sur une compétence, je ferai du contenu. Et moi, parallèlement au contenu, dès que je me suis lancée, j'ai full prospecté aussi. Tu sais qu'il y a plein de gens qui le font pas, et je comprends de ouf. Mais moi, ça m'a permis d'avoir des résultats hyper rapidement et en grand nombre, parce que quand tu te lances, je pense ça met 3 mois, 6 mois quand même à avoir une petite audience, une petite communauté, et pour moi, si tu veux avoir des résultats hyper rapidement, tu peux même en avoir dès les premières semaines, les premiers jours. Tu couples ta stratégie de contenu long terme avec tous les jours tu prospectes 10, 20, 30 personnes, là tu peux vraiment avoir des résultats en 1 semaine, 2 semaines. Donc après, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, ce que je comprends entièrement. Moi, il y a plein de mes clientes qui font pas du tout de prospection, et elles font vraiment ce qu'elles veulent. Mais je sais que si tu peux avoir des résultats dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, dès le début de ton activité, si tu ajoutes à tes réseaux sociaux de la prospection bien faite, si possible, même pas si possible, mais pas de la prospection où tu envoies le même message copier-coller à tout le monde. C'est ce que j'allais te dire. Ça c'est à vomir. Moi, j'en reçois, mais tonnes et vraiment, des tonnes, et c'est pas du tout de ça dont je parle. Mais tu vois, par exemple, tu t'abonnes. Admettons, je sais pas, tu t'abonnes à 50, 100 personnes dans ta cible, tu regardes leur contenu tous les jours, tu regardes leurs stories, tu regardes ce qu'ils font, tu prends quelques jours vraiment pour te renseigner sur la personne, tu peux écrire un message hyper personnalisé, hyper bien tourné, et s'il est bien fait, en fait, il te suffit de même 5 messages bien écrits aux bonnes personnes pour avoir 5 réponses, 5 clients. Et moi, je sais que là, pareil, je reçois plein de messages de prospection, mais les 3 personnes qui m'ont prospecté ces derniers temps et que j'ai pris, c'était des personnes qui m'ont fait un message hyper... où je voyais que la personne me suivait vraiment, genre il me disait voilà ton challenge de tel moment, je sais que t'as dit que t'allais en faire un en mai, ton objectif c'est ça, j'ai vu que t'avais ce problème là, tu vois il ou elle a suivi un peu mes derniers contenus, et du coup directement ça capte l'attention. Et avec des messages comme ça, si tu prends le temps de pas faire un copier-coller, de personnaliser, et que à côté de ça tu fais du contenu pour montrer ton expertise, tu peux très rapidement, dès ton premier mois... Tu penses que c'est mieux de faire très peu de messages mais très personnalisés, ou bien faire vraiment de la masse? Très peu de messages bien personnalisés. La masse, ça marche pas. Qui a déjà répondu à un message de prospection de masse? Personne. Alors que, effectivement, moi j'ai trouvé pas mal de mes prestataires comme ça, avec des messages qui étaient vraiment personnalisés, où je sentais que la personne elle avait, et la personne elle me montrait qu'elle avait quelque chose à m'apporter que moi je ne connaissais pas, ou j'avais pas mon expertise dessus, mais je veux dire de la bonne manière, pas en me disant c'est vraiment nul ce truc. C'est de la merde. C'est une technique aussi, mais qui est horrible, je trouve. Voilà. C'était un peu rabaissé, mais elle était là genre je pense que tu pourrais faire mieux. Après moi j'ai l'humilité de dire oui vraiment, effectivement je pourrais faire mieux, et je vois que ce que tu souvent en plus moi j'aime bien quand il y a une petite proposition un peu toujours, genre tu vois toujours. Et du coup t'es là genre ah ouais, ta réflexion elle est pas mal, elle est intéressante, et là franchement tu trouves des clients super facilement. Moi mes 3 derniers prestats c'était ça, c'était comme tu dis un message hyper personnalisé, avec à la fin par exemple il y a une fille qui me proposait de faire des stories à ma place, tu sais, pour mettre en avant une masterclass, bref, et elle m'a fait un petit lot de story. Elle m'a dit voilà, pour que tu vois que je te suis de ouf et que je connais un peu ton style, je te fais un petit lot de story, libre à toi de l'utiliser, et voilà, juste à la fin, et ça directement ça capte un truc. Pareil, mon copywriter il m'a envoyé un message de prospection aussi personnalisé. À la fin, il m'a dit voilà, je sais que tu dis tout le temps sur LinkedIn que tu veux pas déléguer tes mails parce que t'as peur que les gens écrivent pas assez bien, donc je me suis permis de t'écrire un petit texte, tu me diras ce que t'en penses. Et c'était hyper quali, tu vois. Donc forcément, t'as un message comme ça. Alors que des fois, même, il crée le besoin. J'avais pas forcément besoin de quelqu'un qui fasse mes stories, pas forcément besoin d'un copywriter, j'y pensais même pas. Pareil, mon média buyer, il m'avait fait une stratégie, un loom, alors que j'avais rien demandé. Un loom, voilà, on pourrait dire ça, faire ça, faire ça.
Et du coup, en fait, tu te rends compte que la personne, elle a vraiment un truc à t'apporter, que c'est vraiment personnalisé, qu'elle suit vraiment ce que tu fais. Et dans ce cas-là, t'as trop envie de dire oui. Et si les personnes, du coup, se lancent et veulent prospecter, réfléchir à prendre le temps, même si tu fais un message par jour, que ce message-là, il soit hyper quali. Et là, ça peut aller très vite, en vrai. Ouais, par contre, si tu as les compétences, tu prends le temps de faire les mails, tu peux avoir des résultats de dingue. C'est comme dans le contenu finalement, au lieu de publier tout le temps, fais du contenu à forte valeur sur lequel tu travailles beaucoup, où tu délivres beaucoup de valeur aux gens et puis... Ah tu vois, je suis pas forcément d'accord. Ah ouais? T'es plus quantité toi? Toutes mes vidéos elles sont quand même genre travaillées, j'ai mon monteur machin et mais au début ça va être assez détaillé. Au début quand tu t'es lancé je pense que c'était moins travaillé. J'étais moins rodée aussi et je savais moins faire. Mais par contre tous les jours. Après moi tous les jours aussi. Tous les jours, mais tu peux avoir une grosse fréquence de publication, mais tu mets quand même l'accent sur la valeur. Oui, bien sûr. Tu publies pas pour publier. Non. Oui, mais il y a des gens qui vont te dire genre je préfère publier 3 fois par semaine un contenu qualitatif que de qualitatif. C'est toujours, tu vois, parce que moi je pense que tu peux faire du contenu qualitatif 100% en publiant tous les jours, tu vois. Mais il y a des gens qui vont te dire ça plutôt que de faire tous les jours, et moi je pense que c'est quand même important de faire tous les jours. Et moi je suis team tous les jours aussi. Ouais, que t'as plus de résultats. Mais et moi je suis team tous les jours parce que t'as aussi plus de données pour te dire si ça marche, si ça plaît pas, là j'ai de l'interaction, là c'est nul. Exactement. Et je pense au début, sachant que forcément ton contenu comme tu dis au début il est pas forcément il est pas nul, mais niveau forme, c'est pas forcément hyper moi mes premiers contenus je les ai même archivés de mon compte Instagram parce que c'est une catastrophe, genre vraiment le design, jamais été très forte en design, mais du coup là maintenant je fais plus de design, mais au début c'était une cata. Mais je faisais de mon mieux et je faisais tous les jours. Et donc en fait, en faisant 30 contenus sur un mois, tu progresses beaucoup plus que si tu en fais c'est comme aller au sport. Tu vas avoir plus de résultats si tu vas 5-6 fois par semaine que genre 2-3 fois. Complètement. Mais je sais que c'est aussi dommage qu'elle n'est pas là parce qu'elle n'est pas du tout d'accord. Ouais, on en parlait avec Hormozy, qui lui justement préconisait de publier genre 3 contenus par jour. Après, c'est des Américains. Ils ont plus d'audience aussi. Plus d'audience, c'est un marché qui est comme différent. Mais ouais, dommage, Sophie, elle n'est pas là. Elle aurait bien... Mais oui, parce que genre, je discutais avec une copine qui me disait qu'elle connaissait... qu'elle suivait Sophie, en tout cas, elle connaissait, je sais pas. Et elle m'a dit, elle publie pas beaucoup, c'est drôle et tout ça. Non, elle publie vraiment peu. Mais parce que là, elle est dans une période où elle a pas trop le temps. Elle est focus sur son agence et vu qu'elle a déjà des demandes entrantes par rapport au contenu qu'elle a déjà fait avant, elle a pas forcément besoin, c'est pas son focus. Mais tu vois, même pour ses clients, tu sais, elle crée du contenu pour des infopreneurs, entrepreneurs qui ont une certaine audience. Et même pour eux, elle préconise, je sais pas si elle préconise, mais elle est plus de la team, mieux vaut faire 3 contenus hyper quali, hyper réfléchis, avec un objectif clair, plutôt que de faire 7 contenus un peu moins réfléchis. Mais en même temps, genre au début où tu connais pas vraiment ton audience ni les réseaux sociaux, genre des fois tu vas te dire ce contenu là il va marcher de ouf, pas du tout, j'aurais grave travaillé, changé de plan et après tu mets un truc genre super simple, genre numéro 1, numéro 2, numéro 3 et là ça fait grave des vues. C'est pour ça que limite quitte à réduire ta fréquence de contenu, autant le faire une fois que tu as vraiment déjà une audience, déjà un truc. Au début il faut que tu y ailles à fond. Comme tu as dit, ça te permet d'être plus qualifié dans le contenu que tu crées. C'est ça. Donc quitte à ce qu'après tu fasses que 3 contenus par semaine, mais hyper... tu sais que ça va directement toucher ta cible, pourquoi pas, mais au début tu n'as pas de données sur ce qu'elle aime, donc autant y aller à fond. Mais même, genre tu vois, quand même tu as plus d'abonnés et tout, enfin... Je sais pas, genre moi je me verrais pas me dire allez je fais 3 contenus par semaine. Après moi je suis d'accord. Je fais un contenu par jour aussi sur Insta, 2 sur LinkedIn tous les jours, donc en vrai c'est ça en fait, si vous savez quel contenu va plaire, autant en faire un par jour. C'est ça, et même tu vois c'est comme des personnes par exemple qui vont avoir moins d'abonnés que moi et qui vont dire je prends une semaine de pause, genre à quel moment tu peux te permettre de prendre une semaine de pause, genre tu vois, moi je suis grave de la team là aussi. Débrouille-toi, tourne tes vidéos pour la semaine et oui prends ta pause, mais t'as ton contenu qui est prêt, tu vois. Mais tout le monde n'a pas du tout. Et moi, par exemple, je sais que vu que j'ai plein de clientes et que j'essaie de vraiment, quand je parle avec elles, de faire attention à ce que je dis, tu vois, parce que je sais qu'elles n'ont pas du tout tous la même... Enfin, tu vois, il y a plein de personnes à qui, si je leur dis « Non mais prends pas ta semaine de pause, va travailler », ça va être très mal perçu. Donc moi, j'apprends de plus en plus à toujours mettre de l'eau dans mon vin en fonction de la personne, tu vois. Mais c'est vrai qu'à titre personnel... à mes débuts, je me serais jamais permise de me dire je prends une semaine de vacances, je fais pas de contenu, tu vois. Parce que je veux développer mon business,
je prendrai des vacances quand ça marchera, tu vois. C'est clair. Et c'est différent maintenant, on peut peut-être plus prendre de pauses, mais c'est vrai que on disait aussi la dernière fois, au bout d'un moment, quand tu te lances, il n'y a pas trop d'excuses qui devraient te détourner de tes objectifs. Bien sûr. Bon. C'est comment d'être on en a parlé vite juste avant, c'est comment d'être une femme qui parle d'argent sur Internet en France? En vrai, j'ai vraiment de la chance parce que de manière générale, j'ai une communauté qui est super bienveillante. Et justement, je pense parce que j'ai une communauté qui est différente. Je vais pas avoir des cakes là, je suis pas là avec ma Ferrari en mode hey, tu veux devenir riche aujourd'hui. et je partage aussi mes valeurs, j'explique aussi pourquoi je veux gagner de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui est autour de la famille, etc. Donc, et je montre une image positive justement de l'argent, et je pense que c'est ça dont on a besoin en France. Et moi, je pense que c'est vraiment ma force parce que on voit vraiment, c'est même pas que l'argent, mais surtout l'investissement, c'est toujours des mecs blancs en chemise. Et du coup, tu te dis, si t'es pas un mec blanc en chemise, tu te dis, c'est pas pour moi, je vais rien comprendre parce que c'est pas moi ce gars-là. Et du coup, moi, c'est justement, je trouve que le point fort que je peux avoir, c'est que je suis nana, j'aime bien prendre soin de moi, et en même temps, je veux m'enrichir, en même temps, je m'intéresse à la finance, à l'investissement, et je suis experte là-dedans, j'ai fait mes études là-dedans, etc. Et du coup, c'est dire, ok, oui, tu peux être une jolie nana, tu peux aimer te maquiller, tu peux aimer sortir, tu peux aimer voyager, mais tu peux aussi aimer gagner de l'argent, tu peux aussi investir. Investir, c'est pas que pour des mecs qui ont des lunettes et qui parlent un langage que tu comprends pas, c'est accessible à tous. Il suffit juste de se poser comme la plupart des sujets, en fait, parce que le business, c'est vachement démocratisé maintenant, devenir entrepreneur, mais l'investissement, il y a encore ce truc où on va se dire... Ah, c'est des termes que je comprends pas, etc. Non, c'est comme quand tu apprends l'espagnol, au début tu comprends rien, et puis après on te dit ok, le verbe être c'est ça, le verbe avoir c'est ça, et au bout d'un moment tu vas comprendre la langue. C'est pareil avec l'investissement. Et aussi ça c'est rien à voir avec le fait d'être une femme, mais beaucoup de gens pensent que c'est lié aux mathématiques. Alors je suis pas bon en maths, je vais rien comprendre. Non, en fait c'est juste c'est des chiffres tout simples. Tu sais que si c'est plus, c'est positif, si c'est moins, c'est négatif, etc. Okay. Et du coup je pense que le fait d'être une femme, c'est vraiment un aspect positif. Alors oui, je vais avoir peut-être un lourd 1 ou 2 fois par mois qui va me dire de toute façon les meufs elles peuvent pas t'apprendre à investir et tout, mais c'est ok, c'est pas très fondé, tu vois. Du coup ça me touche pas forcément, et je vais plutôt avoir beaucoup de commentaires, et particulièrement de femmes qui vont me dire ça me fait du bien d'avoir une femme qui parle d'argent, qui parle d'investissement. Ça m'a permis de me dire que c'était possible pour moi aussi, de m'ouvrir les yeux dessus, sur ce monde-là, sur l'investissement, et de me le rendre accessible. Donc, et ça, c'est pour ça que je suis là, tu vois. C'est vraiment pour ça que je veux être sur les réseaux sociaux. C'est pour que tout le monde puisse se dire, ok, je peux investir et je vais en profiter pour gagner plus d'argent. Trop bien. Trop bien. Ouais, t'as un peu les mêmes problématiques aussi qu'elle. Ouais. Moi j'ai aussi une grande partie de femmes qui me remercient, enfin la majorité. Mais après, moi j'ai quand même pas mal de haine, en vrai, relativement. Mais de mecs, enfin c'est très rarement des femmes. Il y en a quelques-unes, quelques-unes en vrai, mais la proportion elle est quand même faible. Mais je sais pas, je pense que je sais pas exactement c'est lié à quoi, mais je pense que ma communication elle est un peu plus je vais pas dire pas clivante, tu vois, mais un peu plus je vais déjà montrer un peu plus mon lifestyle, je vais te dire combien d'argent je gagne, du coup quand je fais des gros chiffres d'affaires, je vais un peu en faire une communication autour, donc ça je pense que ça énerve un petit peu. Et voilà, je sais pas exactement ce qui... je pense que c'est la transparence juste qui... Ouais, c'est ça. C'est que tu vois, par exemple, je vais dire, j'ai investi tant d'argent ce mois-ci, j'ai gagné tant, je veux faire tant à ce challenge-là. Et vu que c'est des grosses sommes, je pense que ça te dérange beaucoup plus. Parce que j'ai toujours dit combien je gagnais. Quand je me suis lancée, je disais, voilà, ce mois-ci, je fais 400 €, je suis trop contente, machin. Enfin, j'ai toujours dit... Du coup, si tu retraces mon Instagram, tous les mois, t'as un contenu, genre j'ai fait tant ce mois-ci, j'ai fait tant ce mois-ci. Et du coup, c'est vraiment depuis cette année. C'est intégrante de ton. Oui, ça a toujours fait partie de mon truc. Sauf que là, maintenant, vu que je gagne plus et que voilà, ça dérange beaucoup plus et ça crée beaucoup plus de haine. Surtout que les gens qui arrivent sur mon compte maintenant, ils se disent c'est qui elle qui dit qu'elle fait tant, menteuse. Alors que si. Ils prennent le temps, ils le feront jamais, mais de retracer tout mon parcours, en fait, toutes mes stratégies sont expliquées, tous mes chiffres sont expliqués, tous les mois où j'ai dit je veux faire tant et j'ai pas du tout réussi et je voulais faire 30 ventes, j'en ai fait 2, c'est aussi sur mon compte. Donc en fait, si tu prends le temps de retracer tout le parcours, tu te dis en fait si il y a un background, mais c'est vrai que quelqu'un qui arrive maintenant sur mon compte, il peut se dire
c'est qui mais tes réels, ça va être quoi? Genre, par exemple, tu montres un peu un lifestyle Ouais, c'est très lifestyle, mes réels, quand même. Okay. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est que moi, tu vois, la valeur que je partage, elle est plus déjà sur LinkedIn et elle est plus dans les challenges. En fait, tous les 2-3 mois, je fais un challenge gratuit où là, vraiment, je donne c'est vraiment des formations toute la journée, de valeurs de ouf, des lives, des coachings. Je corrige l'organisation. Je fais vraiment un truc hyper poussé, une vraie formation. Du coup, toute la valeur que j'apporte, elle va plus être à ce niveau-là. Et sur LinkedIn et sur YouTube, je fais des vlogs où je montre vraiment tout ce qui m'arrive dans mon business. J'ai eu ce problème-là, j'ai cette solution-là. Mais pour avoir de nouvelles personnes sur mon compte Instagram, les reels que je vais faire, ça va être plus sur l'image très lifestyle et après lis la description et dans la description je donne de la valeur. Mais tu vois, en fait ça va déranger juste les personnes qui voient mon reels, qui lisent pas la description, qui cherchent pas à connaître, qui juste vont mettre menteuse, mime, OnlyFans, menteuse. Voilà. Ouais, mais sinon c'est ça aussi, tu vois, parce que moi j'ai un contenu très c'est pour ça, j'ai regardé ton compte, ouais. Et du coup complètement. Vu que tu peux aller chercher sur internet pour vérifier ce que je dis, etc. Et du coup, tu peux pas me dire mais les ETF, il y a CP500, c'est pas du tout ça la performance, tu vois. Non, bien sûr, tu tapes sur Google et ça l'est, tu vois. C'est pour ça, oui, moi je pense que c'est la communication un peu plus lifestyle, en fait, clairement, qui crée ça, parce que si tu t'arrêtes juste aux reels et que tu regardes pas la légende et que tu regardes pas mes stories et que tu regardes pas mes contenus, bah tu te dis encore une. Voilà. C'est ça, et en plus c'est des reels qui performent, donc ça arrive en face des yeux des personnes qui ne te connaissent absolument pas. C'est ça. Et puis quand on a un qui commente, le commentaire il est commenté, enfin il est liké partout, t'as tous ses potes qui se ramènent, et en fait, bon après ça, c'est ces reels là qui explosent, mais dès que t'en as un, tu peux être sûr que t'as des centaines de mecs qui arrivent. Après, moi, je t'avoue, je regarde mes réels qui deviennent viraux, je regarde. Ouais, non, mais j'ai arrêté aussi maintenant. Enfin, moi, je l'ai jamais regardé parce qu'en fait, au début, c'est ta communauté, puis après, tu vois, c'est un peu tout et n'importe quoi. Du coup, genre, ça sert à rien d'aller voir. Et les gens qui sont vraiment intéressés, ils t'enverront un message. Oui, clairement. Ma communauté ne m'insulte pas. C'est vraiment, dès que c'est un Reels qui explose. Bien sûr. Voilà. Bon, après, c'est classique, tu vois. Ouais, vous avez des communautés très saines, toutes les deux, en vrai. Ouais, je pense en vrai. Ouais, enfin moi j'adore répondre à mes messages, c'est que du love, genre les Tu gens, le fais encore là, tes messages? Pour moi ça n'a pas de sens de déléguer ces messages. Ah bah moi là je suis arrivée, alors je délègue pas tous mes messages, mais en fait tout ce qui est question pratico-pratique, ta formation ou ci ou ça, ou tous les messages vraiment qui ne nécessitent pas mon avis à moi, maintenant c'est plus moi qui gère. Je garde tous les messages où on s'adresse directement à moi, genre Margot j'ai une question, Margot il m'est arrivé ça, Margot ma mère elle m'a dit ça, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, enfin, dès que c'est une question où vraiment je sens que j'ai une valeur ajoutée à apporter, je réponds, je fais un petit audio, les meufs elles sont trop contentes. C'est bien. Mais par contre maintenant tout ce qui est message hyper voilà, je peux avoir plus d'informations sur ta formation, ou c'est quoi ton parcours, ou comment t'as fait ou quoi, où il y a des réponses limite que que je peux préenregistrer, c'est quelqu'un qui s'en occupe. Ouais, non, moi je veux pas. Bah, je comprends. Pour moi c'est super important en fait, genre je me mets à la place des gens, genre les gens ils prennent le temps de m'écrire, et du coup pour moi c'est une marque de respect que de prendre le temps de répondre, tu vois. Et pour moi il y a personne qui peut me remplacer parce qu'ils sont pas moi, et enfin c'est super important du coup pour moi de prendre le temps de répondre. Alors je le fais pas du coup tous les jours parce que sinon ça me prendrait trop de temps, mais je me réserve des plages horaires où je vais genre répondre à tous mes messages d'un coup, puis après ça se remet, etc. Mais c'est vrai que beaucoup de gens font ça en France, et moi je comprends pas, tu vois, parce que et aux States ils te disent tous genre il y en a plein, en tout cas c'est eux qui répondent à leurs messages. Alors bien sûr ils répondent pas à tout, et il y a plein de trucs qui passent à la trappe, mais quand on te répond, c'est eux, tu vois. Et pour moi, ça devrait être comme ça. Sinon, tu fais de la télé et tu parles à personne. Tu vois. Je comprends, mais en fait, moi, j'avais exactement la même vision jusqu'à il y a, genre, je pense 6 mois. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je passais 2 à 3 heures par jour à répondre à mes DM. Et en fait, parce que j'avais ce truc, et je l'ai toujours, par exemple, sur WhatsApp, partout, de me dire, je peux pas m'arrêter si j'ai pas envoyé une réponse à chacune des personnes. Et vu que j'avais ce truc-là, en fait, je voulais absolument garder les messages, mais je me disais, tant que j'ai pas fini à zéro tous mes messages, j'arrête pas. Et j'y passais 2 à 3 heures par jour. Et en fait, au bout d'un moment, je peux plus passer 2 à 3 heures par jour. Soit j'ai arrêté de répondre aux gens, les gens n'avaient plus de réponse parce que je voyais plus les messages. Soit j'y passe 2 à 3 heures par jour, mais ça n'a pas une valeur ajoutée par rapport à mon activité. Soit je délègue, et en fait, depuis que je délègue, en soi, ça se passe très bien. Parce que vu que je dis publiquement que j'ai quelqu'un qui m'aide à répondre aux messages, les gens le savent, tu vois. Les gens savent que si ils m'envoient boost ton bise à ma story,
enfin Go ou quoi, bref, oui, peu importe. C'est pas, oui, c'est ManyChat, enfin, je viens de mettre ManyChat, mais avant c'était une seteuse. Du coup, en vrai, ça, et moi, en termes de charge mentale, c'est radical. Oui. Donc, en fait, je préfère sacrifier le fait que ce soit plus moi qui réponds à chacun des messages et ne pas avoir tous les matins une pression de me dire je vais passer 3 heures à répondre à tout le monde, il faut absolument que j'oublie personne. En fait, c'était too much pour moi et pour comment je pouvais envisager la suite, quoi. Donc bon, j'ai fait un choix. Mais pareil, de base, je me disais vraiment jamais. J'ai plein de contenus où je dis ouais, moi je déléguerai jamais mes messages. Mais en fait, j'arrivais plus à. Ouais. Parce que je suis hyper, et j'en parle aussi dans les podcasts, je suis très facilement sursollicitée par les messages. Dans tout mon business, je pense que ce qui m'angoisse le plus, c'est WhatsApp et les messages Instagram. Ça a toujours été le cas. Dès que j'ouvre WhatsApp, je me sens pas bien le matin. Je me dis ok, il faut que je réponde à tout le monde. Et du coup, WhatsApp, c'est mon équipe, donc j'ai pas le choix. Mais Instagram, mes clients, c'est toujours moi qui réponds, bien sûr. Mais la plupart de mes abonnés, c'est pas la priorité. En fait, si je dois prioriser ma santé mentale et recevoir moins de messages et avoir moins de messages à répondre, je le fais maintenant sans scrupule, quoi. Non, je comprends. Mais c'était une sacrée décision, en vrai. J'ai mis du temps à la décider. Évident, ouais. Clairement. Tu bosses avec combien de personnes, toi, aujourd'hui ? T'as combien de prestataires, tes équipes ? J'en ai à peu près 5-6, je pense. 5-6 ? Ouais, régulier, ouais. C'est des gens qui viennent d'où, qui t'ont prospecté ? C'est des gens que tu connaissais avant ? Oui, alors il y en a certains qui sont venus me prospecter, il y en a certains où c'est moi qui suis allée chercher. Par exemple, mon assistante, j'avais besoin d'une assistante. Mon monteur, j'avais besoin d'un monteur, enfin voilà. Mais après, par exemple, je vais avoir mon copywriter où là, j'ai été prospectée. Ma facilitatrice pour... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est une facilitatrice. Non. Moi, j'ai découvert aussi. Je sais pas ce que c'est. Genre, il y a 4 mois, donc c'est Sarah Lisa qui a travaillé avec moi sur le séminaire. Elle me contacte, elle me dit, voilà, je peux t'aider à organiser le séminaire et tout. Je suis facilitatrice. Et j'étais là, genre... je sais pas trop ce que c'est et tout, genre explique-moi. Et elle a été super carrée, elle m'a fait un call et tout, elle m'a fait une présentation et tout ça. Et en gros, c'est vraiment une personne qui va tout organiser dans le séminaire. Elle va te faire les horaires, elle va te faire le workbook pour que ça aille bien avec, en concordance avec... genre tout ce que tu dis, on va travailler moi je vais dire ok, je vais faire cet exercice, mais elle va retravailler les consignes pour que les personnes elles comprennent bien. Donc en fait elle va faciliter vraiment tout le processus de construction. Et je me suis rendu compte maintenant que je sais pas comment j'aurais fait sans elle, mais du coup c'est elle qui m'avait prospecté pour l'organisation de ce séminaire, etc. Donc voilà, ça va être un peu des deux, je pense, au niveau de... Ouais. Tu connaissais ça ? Non, mais en plus je suis en train de me dire ça demande d'avoir plein d'être hyper couteau suisse, parce que entre faire des consignes pour qu'elles soient bien comprises et je sais pas, organiser tel événement, enfin c'est des trucs hyper variés. Ouais. Et puis elle va penser à plein enfin en fait elle pense à tout ce que toi auquel tu penses pas, tu vois. Parce que aussi moi je vais avoir ma personnalité et je suis très comme ça, elle fait non mais tu sais là il faut du temps de repos pour les gens et tout, genre je comprends, c'est pareil. Et genre du coup je dis ah oui ok, alors on va faire repos là. Tu vois, des trucs comme ça. Non franchement même tu vois elle va gérer tout le truc, le rétro-planning, tous ces trucs là d'organisation. Excellent. Putain, hyper important. Elle ressemble à quoi ton audience de manière générale ? Les gens qui sont intéressés par l'investissement, est-ce que c'est plus des personnes qui sont entre guillemets avancées dans l'âge, des adultes, ou bien c'est juste des jeunes qui au contraire sont éveillés à ces sujets-là ? Alors je vais avoir une majorité quand même de 25-35, mais je vais aussi avoir des personnes très jeunes, par exemple qui ont tout juste 18 ans et qui voient des contenus et qui ont envie de s'éveiller par rapport à ça directement. Et je vais aussi avoir des personnes, c'est quand même assez large ma communauté, qui vont avoir genre 50 ans, 60 ans et qui se disent genre j'ai encore quand même 10 ans pour faire fructifier et j'ai envie de le faire fructifier. Mais la majorité elle est quand même 25-35 parce que t'as les revenus quand même qui sont... c'est des personnes qui se mettent à travailler, que quand t'as 18 ans t'as pas beaucoup de revenus, etc. Donc tu peux quand même moins investir. Mais C'est les mêmes personnes c'est les mêmes conseils que tu donnes à chacun de ces personnes-là, ou bien c'est des conseils vraiment spécifiques pour les 18 ans, spécifiques pour les 25-30 ? Alors, en fait, si tu veux, donc, quand tu te formes à l'investissement, l'objectif, c'est que tu comprennes le fonctionnement, donc que tu puisses appliquer ce fonctionnement au fur et à mesure de ton âge. Si tu veux, plus tu es jeune, plus tu vas partir sur des investissements risqués, et plus tu vas prendre de l'âge, en gros, moins tu vas aller sur du risque. Mais tu peux appliquer ça aussi sur 10 ans. C'est-à-dire que les 5-6 premières années, tu vas avoir une majorité d'actions et du coup plus risquées, et puis les 4 dernières années, tu vas partir sur quelque chose de un peu moins risqué au fur et à mesure, donc mettre des métaux précieux comme l'or, des obligations,
Et du coup, en fait, cette technique-là de très risqué et au fur et à mesure du temps, tu remplaces un peu tes actions par des produits moins risqués, bah, en fait, ça va stabiliser et du coup te permettre de retirer facilement ton argent sans avoir trop de fluctuations. Okay. Mais du coup, ça peut s'appliquer entre tes 25 ans et tes 65 ans, comme ça peut s'appliquer entre tes... tu te dis, je commence à investir à 30 et je veux partir à la retraite à 40. Ok. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre. Bien sûr, si tu fais du conseil en investissement, tu ne vas pas conseiller une personne de la même manière en fonction de son âge, de ses objectifs, de son aversion au risque, etc. Il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte, mais qui des fois ne dépendent pas forcément de l'âge. Ok, super. Toi, ça te parle un peu l'investissement? Bah non, justement, mais c'est grave intéressant. C'est grave intéressant en vrai. Et c'est un truc sur lequel tu dois te pencher. Je dois absolument. Parce que comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai un peu cette personnalité où mes dépenses augmentent au fur et à mesure de que ton revenu augmente. Mais si demain je fais pas de thunes les 6 prochains mois, j'ai pas un matelas ou si j'ai un matelas, mais je peux pas tenir 3 ans avec, tu vois. Donc j'abuse parce que maintenant j'ai ma mère, donc en fait vu que je parle de moi, ma mère est mon matelas. Oui, ma mère est mon matelas. Non mais vraiment, je parle de moi comme je suis, mais je sais que elle sait combien elle veut. Enfin, c'est limite elle qui sait combien elle veut qu'on ait, parce que vu qu'elle sait combien je dépense tous les mois, elle sait combien elle veut avoir d'avance si jamais il y a plus d'argent qui rentre, etc. Donc et j'ai l'avantage d'avoir un business qui y a à la fois, dès que je fais un gros lancement ou un challenge, j'ai beaucoup d'argent du coup cash qui rentre, mais vu que j'ai des clients qui me payent en plusieurs fois, j'ai toujours un récurrent et je peux toujours savoir dans les 6 prochains mois combien je vais avoir d'argent qui tombe. Du coup, ça m'assure quand même une certaine stabilité. Mais j'ai clairement des efforts à faire, des progrès à faire. Il faut que je m'y mette. Ouais, voilà. Mais c'est important même de comprendre, de te former, parce que même si tu fais par exemple appel à un professionnel pour qu'il fasse les investissements pour toi, genre si tu comprends rien, genre tu sais absolument pas où va ton argent. C'est comme si je te disais, ouais, tu devrais acheter un appart en Lituanie, dans ce petit village. Ouais. Genre tu me dirais, bah non Rachel, genre il y a quoi dans ce village, tu vois. Bah, c'est la même chose avec les investissements, et c'est important de comprendre de quoi on parle, qu'on te mette pas 15 tonnes de frais, parce que c'est ce que font beaucoup de gestionnaires et tout, et c'est vraiment dommage. Et quand tu investis ton argent, c'est pas pour le donner à une banque. Quoi. Et puis même, je trouve que la confiance que tu dois donner à quelqu'un justement pour qu'il gère ton argent à ta place, elle doit être énorme. Et moi, je sais pas, genre je me sentirais pas. Bon après, il y en a qui sont. Enfin, j'imagine bien que la plupart font très bien leur taf, mais genre je sais pas, vu que tu confies à quelqu'un ton argent, qu'il a forcément un intérêt personnel lui à gérer d'une certaine manière. C'est pour ça qu'en fait, par exemple en France, le système c'est que tu as les dépendants et indépendants. Et du coup, ceux qui sont les conseillers en investissement dépendants, ils sont payés par les produits qu'ils vont conseiller. Donc c'est-à-dire, je vais te dire, achète ce fonds-là, et toi tu as l'impression que c'est gratuit, mais en fait moi je vais prendre 3% sur ce que tu vas placer sur ce fonds. Et du coup, c'est le souci avec les dépendants, c'est qu'ils vont forcément te proposer des fonds qui leur apportent de l'argent. Que les indépendants, mais le problème c'est que les gens sont pas formés pour comprendre ça, et connaissent pas le système, tu dois les payer. Mais du coup, ils vont se dire, c'est payant, donc j'ai pas envie de payer, l'autre il est gratuit. Mais sauf que lui, il va te faire un conseil qui va être vraiment, ok, tu veux faire ça, tes objectifs c'est ça, tu veux retirer l'argent dans tant de temps, il va vraiment te mettre les investissements les plus optimaux, parce que lui, il a aucun intérêt à te donner plus l'un que l'autre. Mais du coup, par contre, il va se rémunérer d'une manière, donc tu vas devoir le payer. Tu vas devoir voir que tu le payes. C'est juste que l'autre, tu le vois pas, en fait. Attends, ça c'est pas du tout connu, je savais pas du tout. Ça va être... Non, pas du tout. Mais c'est un peu... C'est pas tabou, mais si tu portes pas ton attention sur l'investissement et que tu te renseignes pas de ton côté, en vrai, c'est pas des choses innées, genre... Non, pas du tout. Non, il n'y a aucun moment où on nous apprend ça. Hein. Non, on nous apprend pas à investir en France. Non, zéro. Non. Ils pourraient même nous apprendre à investir, comme tu dis, de manière hyper safe, genre... je sais pas... ETF, des choses relativement basiques. Oui, de ouf. Mais non, pas du tout. Mais je pense aussi qu'il y a un peu ce truc qu'on veut pas trop que ça se sache. Enfin, tu vois, genre... les banquiers, par exemple, tu leur parles d'ETF, alors soit ils connaissent pas parce qu'ils ont même pas appris. Bah oui, parce qu'en fait, un banquier, c'est pas un conseiller en investissement. C'est ça que beaucoup de gens comprennent pas, c'est que ton banquier, il est là c'est un commercial, et il va te proposer un livret A, il va te proposer des cartes de crédit, etc. Mais il est pas du tout formé sur l'investissement. Et donc, moi, par exemple, j'avais discuté avec 2 banquiers que j'avais eus, et ils savaient pas ce que c'était des fonds indiciels ou des ETF, parce que ils avaient pas été formés.
Et après, l'autre truc, c'est qu'il y en a certains, ils ont, vu que c'est des commerciaux, ils ont des objectifs de vendre certains produits. Et du coup, ça les embête. Si tu dis, moi, je veux pas ça, je veux pas ce compte-là, ou je veux passer sur un autre ETF. Je sais que, par exemple, c'est moi qui fais les investissements pour ma maman et tout. Et genre, son banquier, ça le saoulait qu'elle aille sur une plateforme en ligne pour faire ses investissements et pas à la banque. Donc, ils vont mettre un peu des bâtons dans les roues et tout ça, quoi. C'est fou. De toute façon, tout le système est fait pour que l'argent reste dans la banque et pas qu'il sorte. Ouais, c'est ça. Comme en France, si tu veux sortir 2000 €, tu dois passer des coups de téléphone, tu dois signer des papiers. Tu dois aller à la banque. Mais à moi, un truc lunaire. Ma banque pro, c'était Crédit Agricole. Donc maintenant, je suis chez Conto, mais j'avais Crédit Agricole pendant très longtemps. Et parce que j'avais la flemme de changer, parce que voilà, les démarches, etc. Donc j'étais restée. Et en gros, ils m'ont plafonné, donc mon plafond d'argent à 6 000 € par semaine. Peu importe combien mon business se enfin, en gros, au bout d'un moment, 6 000 € par semaine, c'était pas suffisant pour payer tous les prestataires, etc. Et en gros, je les appelais tous les mois. Je leur disais, mais est-ce que vous pouvez bien remonter mon plafond une bonne fois pour toutes ? Et ils me disaient, ah ouais, non, en gros, on veut avoir la sécurité que vous ayez fait au moins, je sais plus, 6 mois ou je sais plus combien de temps. En gros, on veut pas vous mettre des plafonds comme vous le demandez, tant qu'on sait pas que c'est assez stable et que vous n'allez pas faire de la merde, en gros. Du coup, tous les mois, je les appelais, le temps qu'en plus, l'attente, le temps qu'ils répondent, etc., le temps que la personne me comprenne, il faut que je m'identifie en ligne, faut qu'ils me renvoient au bon service. Et du coup, en fait, ils me le faisaient manuellement, mois après mois, et je devais rappeler le mois d'après. C'était trop fait. Tu sais que j'ai été aussi chez Crédit Agricole et Conto, et que c'était au début mon business de bonnet chauffant, où en plus, tu sais, c'est un business où tu dois acheter les produits, payer les transports et tout, donc t'as plein de trucs à payer. Et pareil, genre, c'était oui, mais je voudrais faire 2000 €, je peux rien faire avec ça, donc genre. Augmentez-moi. Voilà, c'est non, ça. On peut pas, c'est pas assez. Machin. T'es là, genre. Mais et je suis là, mais je suis une petite entreprise, genre elles font comment les méga entreprises, elles sont là toute la journée. Je sais pas, elles sont chez Crédit Agricole, les grosses entreprises, dans les boîtes crédit. Parce qu'après je suis allée chez Conto et là t'as pas de soucis, tu vois. Tu changes ton plafond sur l'appli, tu ne demandes rien à personne. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Franchement, en France, c'est un truc de malade. Faut sortir de l'argent, faut ton argent. Oui. Faut leur demander des autorisations et ils peuvent te dire non. Ils peuvent te dire non. C'est un truc de malade. Non, c'est insupportable. Bon. Ouais, les banques en France, quoi. C'est un système, oui, voilà. De ouf. Écoutez, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Déjà. Bon, j'allais dire, c'est passé vite, mais c'est passé vite, on a eu un peu moins de 2 heures, mais c'était grave cool, trop bien. Super c'est chouette. super. On n'a pas eu de Sophie, du coup, qui est arrivée. Mais... Non. Voilà. Vous avez eu de ces nouvelles? Je sais pas, j'ai regardé vite fait, mais elle nous disait, je crois qu'elle était. Je pense que c'est mort. Ouais. Mais peu importe, c'était grave cool. Ouais, c'était vraiment chouette, merci beaucoup. C'était top. Merci à toi, Rachel, d'être venue sur le podcast. Plaisir. C'était trop cool. Et puis voilà, on peut gentiment clôturer l'épisode. Merci à vous d'avoir regardé ou d'avoir écouté le podcast sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple. Mettez 5 étoiles comme d'ab. Abonnez-vous. Et puis... Toujours le abonnez-vous. Le petit pouce sur YouTube. Oui, le petit pouce sur YouTube aussi. Histoire d'aider au référencement. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ciao.